Bonjour à tous. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. On va patienter quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais patienter encore 1 ou 2 minutes pour laisser encore un petit peu de temps aux retardataires et puis on pourra démarrer ce webinaire. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais patienter encore une petite minute et puis je pense qu'on pourra démarrer. Bah écoutez, il est 14h04. Je propose que l'on démarre. Bonjour à tous. Donc, je me présente pour commencer, Vincent Croisil. Je fais partie de l'équipe sécurité de l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Et donc, j'interviens sur toutes les problématiques de régulation en cybersécurité pour l'ensemble de l'écosystème santé. Et donc, je travaille notamment sur le programme Ségur numérique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est dans sa vague 2 et qui, du coup, intègre un certain nombre d'exigences, de sécurité en vague 2, comme on va le voir plus en détail aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette présentation, elle s'adresse principalement aux prestataires d'audit, PACI, puisqu'ils vont être sollicités, en fait, dans le cadre de ce programme, Ségur numérique pour réaliser des audits, sur des solutions, des logiciels qui sont utilisés en santé. Donc c'est voilà, c'est les principaux destinataires de ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vais passer à la suite. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, le processus, de référencement, Ségur. Donc, on va vous donner quelques éléments de contexte sans trop rentrer dans les détails, hein, puisqu'on va se concentrer principalement sur le sujet, qui intéresse plus, les auditeurs PACI, à savoir le test d'intrusion, qu'on va vous demander de réaliser pour vous expliquer un petit peu dans heu, quelle forme cela va prendre et comment est-ce qu'il va falloir réaliser ce test d'intrusion. Donc on va essayer, d'avoir une bonne partie où je vais vous présenter un petit peu, je vais vous donner quelques éléments, sur ce qui est attendu de votre part, sur, tout le processus et puis, je vous ferai une petite démo avec, le formulaire pour que ça soit plus concret et puis enfin, on laissera, suffisamment de place, j'espère aux questions pour, essayer de répondre à vos questions et là, on vous proposera de de mettre en route vos micros et prendre la parole. Mais si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions, de préférence dans la partie Q&A de la visio, pour qu'on puisse ensuite, répondre à toutes ces questions. Donc, pour commencer, on va vous donner un petit peu d'éléments sur le contexte, en fait, dans lequel, doit se dérouler ce test d'intrusion. Donc le programme, Ségur numérique, il inclut un dispositif SONS, pour système ouvert non sélectif, qui est en fait un financement qui est proposé par l'État
pour soutenir la modernisation et puis la sécurisation des logiciels métiers en santé. Donc il y a à la fois des exigences qui sont proposées pour les solutions en santé, qui sont des exigences d'interopérabilité, par exemple, pour que voilà, tous ces logiciels, ces solutions qui sont utilisées en santé, elles puissent se parler entre elles. Il y a des sujets sur l'éthique, par exemple, mais il y a aussi un volet cybersécurité. Donc, et c'est celui qui nous intéresse forcément le plus aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes tous conscients que l'actualité, elle fait régulièrement état de cyberattaques qui peuvent toucher des structures de santé, avec parfois des impacts qui peuvent être graves, voire irréversibles hein, dans certains cas. Et puis, on parle quand même de structures de santé, donc qui sont amenées à manipuler des données de santé à caractère personnel, qui font partie des données qui sont les plus sensibles et qu'il faut donc protéger en conséquence. Donc par ailleurs, ces solutions en santé, elles vont être amenées progressivement à s'interconnecter avec mon espace santé, qui est un petit peu l'espace sur lequel chaque patient va stocker l'ensemble de ses éléments, ses données de santé, et puis le dossier médical partagé. Donc forcément, il y a un enjeu de sécurité important avec ces solutions. Et puis, du coup, afin que l'ensemble des établissements de santé puissent progresser sur leur maturité en sécurité, il faut forcément que les solutions applicatives qu'ils vont devoir utiliser en local, eh bien, elles soient correctement, elles prennent bien en compte en fait les bonnes pratiques de sécurité. Donc c'est important pour nous de vérifier ça. Voilà et puis, bien sûr, ces solutions, logicielles dont on parle aujourd'hui, c'est des solutions qui, en général, sont présentes si ce n'est l'ensemble, beaucoup de postes, au sein des structures de santé et qui peuvent donc, constituer un vecteur d'attaque, dans le cas où, elles présentent des vulnérabilités qui peuvent être exploitées. Donc voilà, donc l'ambition de ce Ségur numérique, c'est de faciliter un partage fluide et sécurisé, c'est le terme sécurisé qui nous intéresse aujourd'hui, de ces données de santé. Donc sur le volet sécurité, sur lequel on va focaliser, donc il y a un certain nombre d'exigences qui sont données. Donc il y a des exigences qui vont concerner par exemple la partie gouvernance de la sécurité. Il peut y en avoir il y a des exigences qui vont concerner les bonnes pratiques de sécurité pour les développements sécurisés, etc. Il y a un certain nombre d'exigences, dont une exigence qui est sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, qui est celle de réaliser un test d'intrusion. Voilà, c'est l'exigence 18 qui vont retrouver dans la liste des exigences. Et donc, alors c'est important de préciser parce qu'il y a eu beaucoup de confusion là-dessus, c'est que ce test d'intrusion, alors il doit forcément être réalisé par un prestataire qualifié PASI, mais ce n'est pas un test d'intrusion PASI. Et donc, ça peut être très bien réalisé par un auditeur qui n'a pas la certification PASI. Et dans des conditions qui ne sont pas celles d'un PASI. Pourquoi on demande à ce que ce soit un prestataire qualifié PASI? C'est pour être sûr en fait que les éditeurs en santé vont contracter avec des prestataires qui ont une certaine expertise dans la réalisation de tests d'intrusion et qui sont donc en mesure de faire ça de façon sérieuse. Et donc ça permet aussi d'avoir une équité pour l'ensemble des éditeurs, puisqu'ils vont tous passer par des prestataires qui sont qualifiés PASI. Donc pour la réalisation de ce test d'intrusion, il y a deux principaux documents que vous allez retrouver qui sont importants. Il y a un guide d'utilisation qui en gros va donner tout le détail du processus de réalisation de ce test d'intrusion. Donc c'est ce que aujourd'hui je vais essayer de vous synthétiser, mais vous pouvez retrouver les éléments après dans ce guide. Et puis, le principal élément qui va vous intéresser, c'est le formulaire. C'est un formulaire qui est au format Excel, en fait, sur lequel on va retrouver un certain nombre de points de contrôle qui devront donc être contrôlés par l'auditeur sur la solution.
Alors si on rentre un petit peu plus dans le contenu, donc d'abord, on n'a pas réinventé la roue, hein, sur le contenu. On est parti de ce que propose, l'OWASP, qui est un organisme, enfin, je ne vais pas vous apprendre pour les auditeurs qui sont présents ce que c'est que l'OWASP, mais pour ceux qui ne qui ne connaîtraient pas, c'est une organisation à but non lucratif qui est mondialement reconnue et qui publie, de façon régulière un top 10 des principales menaces et vulnérabilités qu'on peut rencontrer en cybersécurité. Et donc, ce classement, c'est un petit peu une référence mondiale et c'est sur ce classement qu'on s'est basé, pour essayer de cibler justement, les vulnérabilités qui présentent le plus de risques, pour les établissements de santé, les structures de santé qui sont amenées à utiliser ces solutions. Donc notamment dans le guide que j'évoquais tout à l'heure, on va retrouver le lien en fait avec, entre chacun des points de contrôle, du formulaire et le top 10, de l'OWASP. Et alors, c'est important aussi de préciser que, si on a choisi de donner un formulaire avec des points de contrôle précis, c'est pas parce qu'on doute, de vos compétences en tant qu'auditeur à réaliser ces tests d'intrusion. On sait bien que vous avez les capacités de le faire, mais c'est aussi pour permettre, d'avoir une équité entre, chaque audit qui est réalisé. Au moins on est sûr que, ce sera toujours les mêmes points de contrôle qui vont être contrôlés pour chacune des solutions pour lesquelles vous allez être, sollicité. Et donc, ça permet d'avoir cette équité puisque derrière, ça donne lieu aussi à des financements, de l'État, pour les solutions, qui seront référencées, Ségur. Donc voilà, il y a ce point-là qui est très important. Donc sur le contenu, du formulaire, donc il y a différents points de contrôle que vous allez retrouver. Ils sont de 2 types. Vous allez avoir des points de contrôle qui sont communs à toutes les solutions, qui sont des points de contrôle un peu génériques, hein, que l'on va retrouver quel que soit le type, d'architecture. Et puis après, vous allez avoir 21 à 24 points de contrôle qui là sont spécifiques au type d'architecture, puisque, on va avoir dans le cadre du Ségur des solutions, qui vont être de type, client lourd, de type, SaaS, ou de type, de type client lourd, de type, application web et ou aussi des applications mobiles. Donc, évidemment, on va pas regarder, ça va pas être les mêmes points de contrôle pour toutes ces architectures différentes. Donc, voilà, en fonction du type d'architecture, il y a des points de contrôle, qui vont être spécifiques. Et puis après, pour chacun des points de contrôle, en fait, donc il y a une colonne qui va indiquer un niveau de gravité. Donc c'est-à-dire, en fait, il y a 2 niveaux de gravité, qu'on a indiqués. Un niveau de gravité haute où là, on estime que c'est en cas de non-conformité, au point de contrôle, il y a un impact fort en fait, sur la sécurité de la solution et donc, on estime que c'est un point qui est, éliminatoire. Donc là, c'est les points qui devront être corrigés, en priorité par les éditeurs si, il y a des non-conformités de ce type qui sont découvertes. Et puis on a des gravités, un niveau de gravité, pour les points de contrôle pour les non-conformités qui peuvent être de gravité moyenne. Donc là, on estime que c'est moins impactant et donc, on a fait preuve une grande flexibilité puisqu'on autorise jusqu'à 10 réponses, négatives à ces points de contrôle, donc 10 non-conformités. Au-delà, bien sûr, ça sera éliminatoire. Et puis, il y a un cas un peu particulier pour, les solutions qui seraient en client lourd, mais dans des architectures, dans des architectures 2 tiers, donc des architectures un petit peu, datées, voire, stand-alone dans certains cas. Donc, parce qu'on peut avoir rencontrer ce type d'architecture et donc dans ce cas précis qui est assez spécifique quand même, il va y avoir des points de contrôle qui sont notés, NA, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les contrôler et remonter, les problématiques de sécurité qu'il peut y avoir, à l'éditeur.
En revanche, ça rentrera pas dans l'évaluation du score, final et donc ce ne sera pas, comptabilisé pour le référencement, Ségur. Et donc là, sur le formulaire, on va le voir après, hein, mais il y a une macro qui va automatiquement calculer, voilà, si l'application est éligible ou pas, une fois que vous aurez complété, la notation pour tous les points de contrôle. Alors si on regarde un petit peu le process, heu, voilà rapidement, donc il y a une phase, de cadrage. Donc la première étape évidemment c'est que l'éditeur, contractualise avec un PASSI pour réaliser ce test d'intrusion. Idéalement, nous, ce que l'on recommande, c'est qu'il y ait une «clause de revoyure» entre guillemets, c'est-à-dire que, s'il y a des non-conformités qui sont découvertes, lors de l'audit qui font que la solution n'est pas référençable Ségur, ils puissent, les corriger et refaire une boucle, pour vous demander de réévaluer, la solution et de mettre à jour le formulaire si c'est bien corrigé. Donc la première étape, donc une fois que ce contrat il est passé, c'est de vous fournir un certain nombre d'entrants. On va voir après de quel type, sont ces entrants. Ensuite, il y a on rentre dans la phase de test, donc voilà la réalisation du test, d'intrusion en lui-même. Donc nous, on a estimé et on a fait quelques pilotes en fait avec, des solutions pour, s'assurer on était dans le vrai. Nous ce qu'on a observé, c'est qu'il fallait en général une période de 3 à 4 jours, pour réaliser ce test d'intrusion. Après, si vous estimez qu'on est sur un périmètre vraiment très large, vous pouvez éventuellement, en discuter avec, l'éditeur, si vous pensez que plus de temps est nécessaire. Mais en général, nous, ce qu'on a observé, c'est ça, c'est une période de 3-4 jours max pour la réalisation des tests, techniques. Donc derrière, vous allez, pouvoir recenser, les non-conformités, puis donc remplir ce formulaire de test d'intrusion qu'on va voir après, un peu plus en détail avec les résultats, de ce test d'intrusion. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est de générer avec la macro, un PDF, qui va reprendre, tout ce que vous avez pu, indiquer, dans le formulaire, le mettre au format PDF, que vous allez pouvoir ensuite signer. Donc cette signature électronique, elle est importante parce que du coup, ça va permettre de s'assurer que, l'intégrité, du document n'a pas été, touchée entre le moment où, vous avez, vous complété le formulaire, du test, d'intrusion et le moment où l'éditeur nous le transmet. Puisqu'au final, c'est l'éditeur qui va nous transmettre, la preuve. Donc ça nous permet, voilà, de vérifier qu'il n'y a pas eu de modification et puis ça nous permet aussi de vérifier que vous êtes bien, un auditeur, PASSI. Donc c'est pour ça, lorsque vous signez électroniquement, le document, c'est important d'essayer de le faire avec un certificat, qui va indiquer, l'entité à laquelle vous appartenez. Parce que si on a juste le nom de l'auditeur, Pierre Dupont, Pierre Dupont, on ne sait pas, à quelle entité il appartient et donc on va probablement vous demander derrière de confirmer que vous faites bien partie d'un PASSI. Donc ça, c'est important et puis, donc derrière ce formulaire, vous le transmettez à l'éditeur. Donc s'il y a des non-conformités, si, l'application n'est pas référençable, là, du coup, on peut rentrer dans une boucle où, il va corriger les non-conformités et il va vous demander, une réévaluation, ce que j'évoquais, au début, donc avec la clause de revoyure et puis, donc du coup, voilà, vous mettez à jour le formulaire si ça a été corrigé, jusqu'à ce que on arrive à un formulaire, où tous les points sont ou en tout cas l'application est référençable et donc derrière l'éditeur nous soumet, ce formulaire, parmi les preuves qui sont attendues et derrière donc nous côté, ANS on va, passer en revue, ce formulaire et valider qu'on est OK et que cette preuve est bien validée. Donc voilà un petit peu pour le process, c'est pour que vous l'ayez en tête.
Alors sur les prérequis et les entrants à voir de votre côté, donc il y a un certain nombre de prérequis. Donc on est sur un test d'intrusion, donc il y a beaucoup d'éléments en boîte noire. Il y a aussi une partie boîte grise. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu du coup quels sont les éléments qui sont requis. Mais enfin déjà sur les prérequis, ce qui va être important, c'est de s'assurer d'abord indiquer, bien vérifier la version de l'application. En fait, il faut que la version pour laquelle qui était indiquée dans le formulaire, ça corresponde bien à l'application que vous allez tester. Ça c'est important parce que voilà, il faut il y ait cette concordance, surtout si l'éditeur est amené à faire beaucoup de versions différentes, et à faire évoluer régulièrement ces versions. L'idée, c'est qu'il soit dans un environnement isoprod. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester la solution telle qu'elle est commercialisée. Donc, par exemple, si la solution elle est commercialisée sans WAF, je sais pas moi, XML Gateway, etc., pour filtrer les requêtes, et ben, vous ne devriez pas avoir ce type de filtrage sur l'environnement que vous allez tester. Donc c'est à l'éditeur, là c'est l'éditeur qui doit faire le nécessaire pour vous mettre dans un environnement qui sera équivalent à celui de la solution telle qu'il la commercialise pour les structures de santé. Et donc sur les entrants, donc comme je disais, voilà, il y a une partie boîte grise, donc on demande à l'éditeur de vous donner plusieurs comptes avec des niveaux de privilèges différents, ce qui va permettre de faire un certain nombre de contrôles, notamment sur les problématiques de cloisonnement voilà, d'un compte à l'autre. Et puis on lui demande de vous fournir la liste des comptes génériques, une matrice de flux dans la mesure du possible. Et puis, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points de contrôle qui portent sur les logs. Donc là, effectivement, forcément, il faut qu'ils vous fournissent un extract de ces logs. Donc, ça sera réalisé, en fait, lors de votre premier jour du premier jour où vous réalisez les tests. Vous pourrez lui demander de vous fournir les logs techniques correspondants, ce qui vous permettra voilà, d'en faire une analyse et de traiter les points de contrôle qui sont attendus dans le formulaire. Donc ça, faut vraiment y penser parce que sinon vous allez vous retrouver face au formulaire et vous n'aurez pas les éléments en fait pour répondre à ces points-là. Donc c'est important. Voilà. Puis éventuellement, il y a des vulnérabilités connues, voilà, avec dans certains cas des mesures correctives qui sont mises en place par l'éditeur, c'est aussi le moment où il pourra vous les communiquer. Et puis, bien sûr, mais ça change pas des audits que vous avez réalisés habituellement, il faudra qu'il vous donne l'accès à l'application. Et donc, en fonction du type de solution à tester, voilà, ça pourrait être simplement une URL ou, dans certains cas, la délivrance d'équipements mobiles, par exemple. On a eu le cas sur un pilote qu'on a réalisé. Voilà, ça peut être voilà, différentes choses, mais en tout cas, il faut voilà, qu'il vous donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir réaliser l'audit. Donc sur les règles de remplissage de formulaire, on va y venir plus en détail, mais en gros, donc vous aurez 2 onglets dans l'Excel. Voilà, s'il y a plus de 2 onglets, c'est pas normal. Vous devez avoir un onglet base commune qui reprend les points de contrôle un peu génériques, et puis un onglet là qui est propre au type d'application, donc soit web, soit mobile, soit client lourd, avec des points de contrôle. À chaque fois, donc, vous avez 3 possibilités de réponse. Donc, soit oui, il est conforme, soit non, il n'est pas conforme, soit vous estimez que le point de contrôle, il n'est pas applicable au contexte. Donc là, je précise parce que voilà, il faut pas, enfin, ce non applicable, il est vraiment à utiliser
dans les cas extrêmes, quand vraiment vous estimez que enfin, le point de contrôle, il n'a pas de sens en fait dans le contexte. Donc ça, c'est voilà, c'est une certaine flexibilité qu'on se garde parce que les solutions, elles sont quand même de type très différent dans le cadre du Ségur. Donc ça vous permet d'avoir cette flexibilité et de pas, enfin, qu'on n'ait pas un éditeur qui soit bloqué si le point de contrôle, il fait pas sens dans le contexte. Et du coup, il n'y aura pas de réel risque pour la solution. Donc voilà. Et dans ce cas-là, si vous indiquez que c'est non applicable, il faudra forcément justifier pourquoi enfin, vous estimez que ce n'est pas applicable. Donc nous, on a besoin de cette justification pour valider le test d'intrusion. Et donc là, il y a une case formulaire qui est prévue à cet effet. Donc c'est une case commentaire, pardon, qui est prévue à cet effet. Et donc cette case commentaire, elle est vraiment principalement dédiée à ça, les cas où c'est pas applicable ou les cas où vous dites que c'est pas conforme. Voilà, si pour vous c'est conforme, voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre un commentaire dans cette case. Vous pouvez le faire si vous pensez que il y a des choses qui peuvent être précisées, qui peuvent être intéressantes, mais il y a aucune obligation. C'est vraiment, par contre, dans le cas où vous mettez non conforme ou non applicable, là, il faut forcément indiquer un commentaire pour justifier. Et donc voilà. Et donc dans le cas, on a eu certains cas où des éditeurs proposent leurs solutions avec des architectures multiples. Donc par exemple, l'application, elle existe au format app mobile et elle existe au format application web. Dans ce cas-là, il y a deux formulaires qu'il faudra compléter. Donc, un formulaire pour l'application mobile et un formulaire pardon, pour l'application web, puisque les points de contrôle ne sont pas tout à fait les mêmes. Même si vous allez retrouver sur les points génériques, voilà, les 18 points de contrôle qui seront identiques. Alors, si je poursuis, donc on va terminer avec ça, je crois. Donc une fois que vous générez le rapport, j'expliquais tout à l'heure, c'est important de le signer électroniquement. Donc il faut que ce soit un certificat délivré enfin, qui est sur la Trusted List ANSI, parce que du coup, c'est ce qui va nous permettre à nous de valider que c'est bien une IGC de confiance qui a délivré le certificat. Donc voilà, oubliez les certificats auto-signés, par exemple, qui nous permettront pas de vérifier. Donc voilà, il faut que ce soit fait de cette façon-là. Et donc là, soit vous disposez d'un certificat de signature pour votre entité. Donc là, c'est idéal, puisque du coup, ça nous permet voilà, de valider que c'est bien telle entité et qu'il s'agit bien d'un PASI. Donc voilà, vous pouvez le faire signer le document, soit avec une application bureautique comme Adobe Acrobat, hein, pour la plus connue. Mais ça peut être autrement. Ça peut être une autre application. Et puis, vous avez sinon donc l'alternative, c'est de passer par une plateforme de signature électronique reconnue. Donc, on en cite quelques-unes ici, hein. C'est pas limitatif, hein, mais voilà. Vous pouvez donc passer par ces plateformes-là. Donc encore une fois, c'est important qu'on ait bien l'information de l'entité à laquelle vous appartenez. Ou si on n'a pas cette information-là, s'il y a juste votre nom et prénom, il faut que vous fassiez parvenir avec le formulaire au moins un document qui atteste que vous faites bien partie de telle entité PASI en tant qu'auditeur. Voilà pour ce que je peux vous dire sur le sujet. Alors on va passer sur le formulaire pour que vous donner un petit peu de concret. Demande une petite seconde. Voilà. Donc là, vous devriez voir apparaître à l'écran donc le formulaire Excel que l'on partage, hein, et qu'on va vous remettre les liens vers ce formulaire et le guide qui l'accompagne. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Donc en fait, il suffit de suivre l'ordre, hein. Il y a un ordre 1, 2, 3. Donc là, on est sur
l'onglet 1, donc c'est celui, le premier à remplir. Donc ça, normalement, cet onglet, il est saisi par l'éditeur. Si jamais c'est pas saisi par l'éditeur, vous pouvez éventuellement le compléter. Alors, on va rentrer le nom de l'application et très important, la version dans laquelle on teste, laquelle est l'application que vous testez. Vous pouvez saisir ici un certain nombre de détails dans un champ, voilà, c'est un champ qui est ouvert. Vous pouvez mettre des commentaires si vous jugez que c'est important. Et puis, très important, ici, il faut choisir le type d'application. Donc, dans le guide, il y a un logigramme qui permet d'indiquer sur quel type d'application vous êtes. Alors, je le précise parce qu'il y a des applications qui sont un peu hybrides, dans certains cas, qui ont une partie web, une partie client lourd, etc. Il y a pas mal de solutions qui sont un peu hybrides. Donc, il faut vraiment suivre le logigramme du guide voilà, qui va positionner l'application dans telle ou telle catégorie. Et ça, normalement, c'est l'éditeur qui doit le faire, mais si jamais c'est pas fait, voilà, vous pouvez le faire avec lui. Donc là, par exemple, si je choisis application web, vous allez voir que le nombre d'onglets va se réduire. Voilà, j'ai choisi application web. Donc là, voilà, j'ai mes deux onglets à remplir, un onglet base commune et un onglet dédié aux applications web. Si j'avais choisi une application mobile, voilà, enfin, j'aurais également cet onglet base commune et un onglet dédié aux applications mobiles. Voilà. Donc là, du coup, vous pouvez compléter le formulaire. Donc à chaque fois, en fait, il n'y a que les deux colonnes qui sont en vert que vous avez à compléter. Donc ici, la colonne notation. Donc comme je le disais, trois possibilités. Soit il est conforme, soit donc ça passe en vert, soit il ne l'est pas. Voilà, ça passe en orange, ou soit vous jugez que le contrôle n'est pas applicable pour une raison que du coup vous devez dans ce cas absolument justifier dans la case commentaire. Donc si vous jugez que c'est conforme, voilà, vous n'êtes pas obligé d'apporter plus de précision, vous pouvez éventuellement le faire. Par contre, si c'est un non ou si c'est non applicable, là on attend de votre part une justification dans la case commentaire pour que ce soit validable. Donc là, voilà, si je mets oui partout, hop, voilà, je vais le faire. Donc ça, c'est la case pour les contrôles base commune. Voilà, on a 18 contrôles voilà, qui sont les mêmes pour tous les types d'applications. Et puis après, voilà, il y a donc cet onglet web avec de la même façon les différents types de avec voilà les réponses à apporter. Donc vous voyez que j'ai pas précisé aussi le niveau de gravité, il est indiqué dans la dernière colonne. Et donc comme j'expliquais tout à l'heure, si c'est gravité haute et que vous avez répondu non, c'est bloquant. Et donc dans ce cas-là, par exemple, vous allez voir si on revient sur le premier onglet, voilà, il est indiqué l'application ne peut être référencée. Du coup c'est un échec pour le référencement Ségur. Il faudra que l'éditeur corrige. Si on est sur voilà, si c'est validé, là, on va voir que on revient sur voilà, l'application peut être référencée. Et donc il vous faut compléter l'ensemble des cases. Donc si c'est gravité moyenne, donc là il y a une tolérance, comme j'expliquais, jusqu'à 10 gravités moyennes non atteintes. Là, si je mets non, par exemple, vous voyez que c'est pas bloquant. L'application peut toujours être référencée jusqu'au nombre de 10. Et donc voilà. Et donc si je passe si je complète l'ensemble du formulaire, donc voilà. Donc l'étape suivante, voilà, une fois que vous avez tout complété, vous avez finalisé votre audit, on voit que là, l'application elle peut être référencée. Donc je passe au quatrième onglet, génération de PDF et signature. Donc là, vous pouvez choisir le répertoire vers lequel vous renvoyez
le PDF qui va être généré, vous choisissez le titre du document, et puis hop, vous pouvez générer le PDF. Et donc là, voilà, le PDF, je vais l'avoir en local sur mon poste. Alors, je peux éventuellement aller le chercher, voilà, pour vous montrer. Mais bon, grosso modo, on va retrouver les informations que vous avez saisies, hein. Il n'y a rien de très spécifique. Alors, je cherche la fenêtre. Voilà, donc voilà, vous devez voir à l'écran. Donc voilà, vous avez donc le PDF. Donc là, je vois que l'application peut être référencée. Donc là, il va falloir ici signer le document. Donc comme j'expliquais, voilà, vous saisissez votre nom et puis vous venez le signer électroniquement avec l'ajout d'un certificat. Donc soit vous le faites directement dans l'application, donc par exemple là en l'occurrence c'est l'application Adobe Acrobat, mais ça peut être toute autre application qui fait le même, qui est capable de lire des PDF et de les signer, ou vous pouvez faire signer le document sur un site qui propose ce type de service. Voilà pour la présentation. J'espère que j'ai été clair et il nous reste voilà, une bonne vingtaine de minutes. Donc on a pas mal de temps pour prendre des questions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Alors on va regarder ce qu'il y a dans les questions posées. Si tu veux, Léa, je te laisse si tu as pu faire un petit peu le tri dans les questions, enfin si tu as pu les lister, je te laisse éventuellement prendre la parole et les poser, puis j'essaierai d'y répondre. Très bien, je te remercie Vincent. Donc, la première question qu'on a reçue durant cette présentation, elle porte sur les jours utilisés pour réaliser les tests techniques. Donc, la période de 3-4 jours évoquée pour les tests techniques correspond-elle à la durée de l'audit en jours calendaires ou à la charge de travail totale de l'équipe des auditeurs? Alors en fait, oui, alors vous avez raison de poser la question, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Quand je disais 3 à 4 jours, c'est les jours qui sont vraiment, qui consistent en des tests techniques. Au total, donc on a estimé à une semaine, soit 5 jours hommes en fait, pour l'ensemble du test d'intrusion avec du coup euh, les échanges avec l'éditeur, la restitution en fin d'audit. Voilà, nous on a estimé que c'était à peu près 5 jours avec du coup à moduler, sur lesquels on modulera voilà, avec 3-4 jours en fait de tests techniques. C'est ce qu'on, voilà, encore une fois, c'est ce qu'on a pu constater, enfin on a constaté que c'était une durée suffisante, voilà, les 5 jours au total, 5 jours hommes, pour réaliser le test d'intrusion, considérant voilà, ce qu'on demandait. Après, voilà, c'est à moduler si jamais, si vraiment vous êtes sur une application qui est très lourde, enfin si on est sur un client lourd par exemple, où c'est déjà euh, un peu plus long forcément le test d'intrusion, et si on est sur un périmètre particulièrement large, voilà, vous avez possibilité en le justifiant de l'indiquer à l'éditeur. Mais voilà, en général, on restera sur cette durée-là de 5 jours hommes. Voilà, je te laisse poursuivre avec les questions, Léa, si tu Oui. veux. Et puis après, alors ce qu'on peut faire peut-être, je ne sais pas si Thomas est connecté, si on peut activer les micros éventuellement, comme ça vous pourrez aussi prendre la parole et réagir, hein, si vous avez des questions supplémentaires. Peut-être en Euh, attendant le retour de Thomas, je te propose de voilà. passer à la seconde question. Ouais. Donc, vas-y, j'écoute la question. Et donc, voilà, n'hésitez pas à réagir, voilà, activez vos micros et réagir si besoin, si c'est pas assez précis, ou si vous avez des choses à ajouter.
Très bien. Donc quelqu'un nous demande s'il est prévu de fournir des preuves d'audit et si oui, sous quel format. Alors non, la seule preuve d'audit en fait qui est attendue dans le cadre du Ségur, c'est le formulaire complété et donc sur lequel vous avez, à partir duquel vous avez généré le PDF signé. En fait, c'est ça. Nous, on attend juste ce PDF signé électroniquement et donc on va vérifier. Je peux vous dire clairement ce qui va être vérifié, hein. On va regarder d'abord que la macro a bien indiqué que l'application était référençable Ségur, qu'on était bien en vert. S'il y a des points qui sont indiqués en non applicable ou en non conforme, on va vérifier en fait que vous avez bien mis un commentaire pour le justifier. Et puis on va vérifier que la signature électronique est correcte, que vous faites bien partie d'une entité PASI, et puis et donc du coup et que la signature électronique est bien correcte et qu'elle permet de s'assurer que l'intégrité du rapport que vous avez transmis à l'éditeur n'a pas été impactée. Voilà, en gros c'est ça que l'on va regarder. Donc non, il y a pas on n'attend pas d'autres preuves que ça. Et du coup, dans la continuité, hein, puisqu'on était sur la génération du formulaire, enfin, du rapport à partir sur la base du formulaire, un éditeur fait remarquer qu'il n'active pas chez eux les macros des documents tiers. Et dans ce cas, quelles méthodes doivent-ils utiliser? Alors, oui, là, effectivement, alors, si c'est un éditeur c'est un éditeur ou c'est un auditeur qui faisait remarquer, qui remontait ce point? C'était Monsieur Michel, Vincent Michel, si ma mémoire est bonne. Euh, alors, je le laisse peut-être préciser, un auditeur. Auditeur. Donc, Ok. Ouais, donc là, effectivement, ouais, c'est effectivement ça peut être une difficulté. Alors, j'ai pas de solution miracle à apporter, donc peut-être qu'il faut le faire enfin, si vraiment ça pose problème sur un environnement dédié, enfin, je sais pas, sur une VM qui est qui est bien cloisonnée. Si vous pensez que voilà, que ça peut poser un problème de sécurité. Malheureusement, voilà, on est obligé enfin, de fonctionner comme ça. et Monsieur Puissant nous demande si, à minima, les macros sont bien signés. Alors non, malheureusement, non, je crois pas on ait signé les macros à ce stade. C'est un point que éventuellement je peux noter. On pourra voir ce qu'on peut faire de ce côté si vraiment ça pose un problème. Je suis un peu étonné parce qu'en fait, enfin, on nous avait pas remonté cette problématique. Après, je comprends, enfin, de votre part qu'il y ait cette question qui puisse apparaître, mais enfin, du coup, enfin, euh, voilà, si le formulaire a correctement été téléchargé depuis l'endroit où on le partage, a priori, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes de sécurité. Et encore une fois, voilà, l'idée, si vraiment ça pose problème chez vous, c'est enfin, de l'exécuter du coup dans un environnement cloisonné. Du coup, la question suivante, alors je vais la lire en entier, elle est un peu longue. Donc, même si la majorité des API récentes sont des API sur HTTP et donc une sorte d'appli web, elles se distinguent du fait que les clients ne les consomment pas nécessairement avec un navigateur web. Il y a beaucoup de critères qui sont liés aux attaques sur les applications web. Est-ce qu'il est possible de créer un onglet API qui évitera de mettre de nombreux non applicables? Alors, ouais, c'est une remarque effectivement. Alors, on peut avoir des cas. Normalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est même par exemple, pour les cas de clients lourds, quand vous sélectionnez clients lourds, vous allez retrouver un certain nombre de contrôles qui sont des contrôles web dans certains cas, enfin, et que vous allez pouvoir réaliser si on est sur des applications un peu hybrides entre clients lourds et applications web. Après, c'est difficile hein, de traiter vraiment tous les cas de figure hein, parce qu'on a vraiment
Enfin, c'est très hétérogène en fait, ce que l'on peut retrouver comme solution, hein. On a vu des cas de solutions même hybrides où on retrouve à la fois de l'application mobile, application web et client lourd. C'est voilà, c'est très dur de traiter tous les cas. Donc, bah, si on estime que voilà, qu'il y a des choses vraiment essentielles qui sont à contrôler sur des solutions qui sont un peu hybrides comme ça. On peut imaginer compléter deux formulaires, un formulaire qui va regarder la partie web et un formulaire sur lequel on va regarder d'autres éléments, par exemple. Ça peut être ça, la façon de procéder. Après, voilà, c'est difficile de vraiment produire ça a déjà été assez complexe de traiter bah, toutes les principales vulnérabilités qu'on va rencontrer, mais traiter vraiment tous les cas d'architecture, c'est vraiment pas évident. Donc, je pense pas qu'on le revoit, mais enfin, en tout cas, je note le point et on peut essayer d'y réfléchir. Très bien. Donc pour la question suivante, est-ce qu'on sait combien d'éditeurs sont en phase de référencement Ségur? Et dans ce cas-là, est-ce on communique une liste des éditeurs concernés? Alors, non. Alors ce que je peux dire, c'est, voilà, c'est public, hein. Les guichets, du coup, Ségur sont ouverts pour les solutions, qui sont, présentes dans les hôpitaux et qui sont de type, DPI, pour dossier patient informatisé ou, PFI, plateforme d'intermédiation. Donc, voilà, c'est 2 types de solutions pour lesquelles, les guichets Ségur sont d'ores et déjà ouverts et qui peuvent donc, bah, qui sont donc aujourd'hui, obligés de réaliser ce test, d'intrusion. Après donc, vont venir ensuite derrière d'autres couloirs, enfin qu'on a appelés couloirs, qui sont par exemple les logiciels de radiologie, les logiciels de gestion de cabinet pour les professionnels de santé libéraux, et cetera. Voilà, il y a un certain nombre de professionnels qui donc, bah, pour lesquels les guichets ne sont pas encore ouverts, mais qui pourraient, bah, vous solliciter pour d'ores et déjà réaliser un premier test d'intrusion pour voir, où ils se situent et donc bah, ce qu'il leur reste à corriger. Notamment pour ceux parce que enfin, il y en a aussi hein, des éditeurs qui ont jamais réalisé de test d'intrusion de leur solution. Bah, ça peut être une bonne idée en amont de réaliser d'ores et déjà un test d'intrusion. Donc vous pouvez être contacté voilà, par différentes structures de santé bah, qui seront concernés, donc qui sont d'ores et déjà concernés par le Ségur ou qui le seront dans les mois qui viennent. Très bien. La question suivante, donc celle de Monsieur Bernard, qui nous demande, en cas de non-conformité, quel détail est-il attendu dans le champ commentaire? Puisque si des corrections sont nécessaires, la personne en charge de la correction va certainement devoir comprendre où se situe le problème. Et voilà, qu'est-ce qu'on attend en termes de détails dans ce champ commentaire? Bah, alors, ce qu'on attend, voilà, c'est juste, d'expliquer, de donner des éléments pour comprendre, en fait, pourquoi, de votre point de vue, ce n'est pas conforme ou ce n'est pas applicable donc c'est surtout d'ailleurs le cas où c'est non applicable, hein, parce que là, voilà, bien sûr Heu, bah, l'idée ce serait qu'il y en ait le moins possible, hein. Ça doit être vraiment un cas, exceptionnel et donc bah, là, oui, enfin, l'idée c'est de donner des éléments, pour argumenter, enfin pour expliquer, pourquoi. Après, c'est pas, comme c'est pas forcément la seule pièce que vous remettrez à l'éditeur, hein. Ça pourra être, vous pourrez compléter avec un rapport, de test d'intrusion, classique qui donnera, bah, tous les détails à l'éditeur, pour lui permettre de corriger, les vulnérabilités qui auront été, remontées lors du test d'intrusion. Donc voilà, on n'attend pas, des détails, techniques, très précis, sur la non-conformité.
Et de toute façon, enfin, c'est important de préciser que du coup, bah, si le formulaire, enfin le test d'intrusion n'est pas concluant parce qu'il y a une non-conformité, du coup, enfin, il n'y a pas d'intérêt pour l'éditeur à nous le transmettre si c'est une non-conformité bloquante, en tout cas. Donc, ce sera plutôt le rapport final dans lequel qui indiquera que l'application est référençable Ségur, qui nous transmettra comme preuve pour voilà, poursuivre le processus de référencement Ségur. Donc, question suivante, la dernière à date, si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne la signature électronique du PDF, pouvez-vous préciser ce qui est entendu par un certificat validé par l'ANSSI? Est-ce qu'on entend un prestataire qualifié et enfin, IDAS? Non, 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 pas du tout. Alors, pardon, ouais, désolé si j'ai pas été clair sur ce point-là. En fait, ce que j'entends, en fait, c'est un certificat qui fait partie de la Trusted List ANSSI. Ça veut dire qu'en fait, c'est un certificat qui se retrouve sur les magasins de certificats publics. Et donc, bah, par exemple, si vous ouvrez le document dans Acrobat, bah, Acrobat est capable de vérifier la signature parce qu'il sait que ça fait partie de son store d'IGC qui est validé. Parce que voilà, c'est dans la trusted list ANSSI. Mais donc non, non, on n'attend pas des certificats qualifiés. C'est uniquement voilà, que ce soit délivré par euh, une, une infrastructure de gestion de clés qui est reconnue dans les stores des applications les plus courantes. Donc c'est en ça que j'entends que voilà, il faut que ça fasse partie de la trusted list ANSSI. Très bien. Alors, on a une question qui arrive à l'instant. Je la découvre avec toi. Est-ce que nous avons une définition précise de ce qui constitue un éditeur pouvant souscrire au dispositif SONS? Ou de manière plus générale, comment aiguiller les éditeurs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être inclus dans le cadre du dispositif? Alors, bah, sur le site de l'ANS, vous allez retrouver toutes les informations sur le programme SONS. Euh, donc là, on est sur la deuxième vague. Il faut savoir qu'il y a eu une première vague de ce programme qui finançait un certain nombre d'exigences, comment de un certain nombre, un upgrade voilà, des solutions avec un certain nombre de points, mais qui n'incluait pas dans la première vague de points concernant la sécurité des systèmes d'information. Et donc vous pouvez d'ores et déjà voir quels éditeurs faisaient partie de ce périmètre. Et puis on a donc là on est dans le cadre de la vague 2 et ben, on explique bien normalement sur le site de l'ANS quels éditeurs sont éligibles à ce programme, hein, puisqu'il faut bien sûr qu'ils en soient conscients. Donc bah, toute l'information, elle peut être retrouvée sur le site de l'Agence du numérique en santé. On pourra peut-être remettre sinon vous allez trouver facilement voilà, si vous cherchez Agence du numérique en santé, programme Ségur, vous allez normalement retrouver toute l'information sur le périmètre et les éditeurs concernés. J- Pour information, j'ai mis donc dans le chat un lien vers le portail Ah super, industriel qui porte sur la vague 1 du financement SONS. merci. On a encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Pour l'instant, non. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais, voilà, n'hésitez pas, surtout, bah, vous pouvez activer votre micro et puis et poser vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas à profiter de ces 5 minutes pour poser des questions si vous en avez. Bah, écoutez, je pense que
Du coup, c'est bon signe, c'est qu'on a dû répondre à la plupart des interrogations. Donc, si voilà, vous pouvez retrouver, comme je dis, donc aujourd'hui, il y a uniquement les DPI et PFI, donc les dossiers patients informatisés et plateformes d'intermédiation pour lesquels les guichets sont ouverts. Donc, vous allez retrouver le formulaire du test d'intrusion et le guide correspondant qui décrit tout ça pour ces types d'applications-là. Il sera ensuite publié pour les autres couloirs, que j'évoquais, hein, radiologie, biologie, médecine de ville. Il y a peu de chances qu'il y ait des évolutions sur ces documents, mais voilà, ça pourrait arriver. Donc voilà, donc il faudra prendre le fichier correspondant au type de solution. Voilà, et donc n'hésitez pas à consulter ces documents. Et puis, si jamais vous avez des questions ou vous voyez des points qui vous paraissent à améliorer par rapport à ce formulaire et à ce guide, hein, rien n'est parfait, hein, on est toujours à l'écoute de vos retours. N'hésitez pas à les faire, on a une balle qui est prévue pour ça. C'est cyber @isanté.gouv.fr. Voilà, n'hésitez surtout pas à poster si vous avez si vous voulez nous remonter des points spécifiques. Je le remets dans le chat. Voilà. Donc l'adresse que vous pouvez utiliser, voilà, si vous avez des points spécifiques à nous remonter. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a pas eu d'autres questions qui Ah, sont apparues là? il y a une question qui vient d'arriver à l'instant, donc Oui. de Monsieur Michel. Pour information, Adobe utilise sa propre liste d'autorités de confiance. Donc, il link vers le programme AATL et demande une CA validée par une entreprise américaine sera-t-elle suffisante? Normalement, je pense que toutes les assets qui sont dans la Trusted List ANSI, elles sont approuvées par Adobe, hein. Je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Enfin, au moins si c'est une assay qui est sur la Trusted List ANSI, normalement elle doit être validée. Donc a priori ça posera pas de problème. Faut juste vérifier ce point-là, mais toutes les autorités de certification les plus courantes, hein, notamment celles qu'on citait dans les documents, vous pouvez facilement les retrouver. Enfin, vous pouvez facilement les utiliser. A priori, ça pose pas de problème, hein. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et éventuellement, vous pouvez aussi faire le test, hein, de votre côté. Vous ouvrez le document signé avec votre lecteur PDF et puis vous vérifiez simplement que c'est bien reconnu. Et voilà, hein, je pense que les auditeurs utiliseront voilà, des applications très classiques, hein, comme Acrobat par exemple. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre attention. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à la suite de cette présentation. Merci à tous, à bientôt, au revoir.